si des personnes sont, à cause de la crise, au sens de l'euro, sont dans une situation extrêmement difficile, voire désespérée. Alors il ne faut pas hésiter, il faut contacter au consulat général ou bien contacter les associations, l'un ou l'autre. Mais nous sommes tout à fait ouverts à aider des gens qui sont dans des situations extrêmes. Éric Danon, ambassadeur de France en Israël. Shalom, bonjour. Bonjour. Merci, très heureux de vous recevoir dans nos studios, ici, Studio Qualité à Jérusalem. Nous allons évoquer ensemble les sujets internationaux à l'ordre du jour. Nous allons aussi parler de la situation des Français qui vivent en Israël et qui ont vu leur pouvoir d'achat baisser en raison de la chute de l'euro. Mais nous allons commencer par les sujets d'actualité, je veux dire presque l'actualité brûlante, puisque l'actualité en Israël, comme vous le savez, ce sont les élections législatives et les résultats des élections qui sont maintenant connus. Alors, première question, monsieur l'ambassadeur, en tant qu'ambassadeur et puis aussi résident, puisque vous habitez en Israël depuis déjà plus de 3 ans, quel regard vous portez sur ces élections ? Il faut dire que c'est la 5e élection en 3 ans et demi. Oui. La première chose, je constate un taux de participation élevé, ce qui prouve que Israël est une démocratie très vivante. Tout le monde s'attendait un peu à ce qu'il y ait une espèce de fatigue, quand même, qui fasse que le taux de participation soit moindre, justement parce qu'il y avait eu 5 élections, mais pas du tout. Le taux de participation a été fort, ce qui est, à mon avis, un vrai signal des Israéliens pour arriver à sortir de cette forme d'instabilité que vous décrivez par le nombre d'élections. Après, je constate que le bloc emmené par Benjamin Netanyahou dispose, à ce stade sur le papier, d'une majorité suffisante pour donner une certaine marge de manœuvre. Voilà, ce qui est aussi un peu nouveau par rapport à l'élection précédente. Sur le reste, j'ai aucun commentaire à faire, puisque l'important, c'est d'attendre que le gouvernement soit formé après les consultations qui, je crois, commencent aujourd'hui même au niveau du président de l'État d'Israël. Alors hier, le président Macron a appelé le futur Premier ministre israélien. Qu'est-ce que Emmanuel Macron a dit à Benjamin Netanyahou ? C'est très classique. C'était d'abord le féliciter du résultat et de sa victoire aux élections. Ensuite, ils ont évoqué un certain nombre de points, mais permettez-moi d'être discret là-dessus. L'essentiel a été autour d'une ou deux grandes questions stratégiques qui concernent particulièrement la sécurité d'Israël. On a parlé d'une visite peut-être prochaine de Benjamin Netanyahou à Paris, vous nous confirmez ? En tout cas, non. Ce que je confirme, c'est qu'il y a eu une invitation de la part du président à venir très prochainement à Paris. Donc vous nous confirmez que la conversation a été chaleureuse entre les deux hommes ? Oui, vraiment. Oui, tout à fait. De ce point de vue-là, ça s'est très bien passé. Je voudrais parler justement des relations entre la France et Israël, et plus particulièrement les relations que avait Emmanuel Macron avec le Premier ministre sortant, Yair Lapid, qui était aussi très chaleureuse, il faut le dire, et plus particulièrement de l'implication de la France dans la signature de l'accord maritime avec le Liban. Je voudrais savoir comment cette implication a commencé. Elle a commencé vers, je dirais, fin août, début septembre, de façon forte. On était là avant, mais... Bon, alors, d'abord, il faut dire, c'est important, que c'est un bon accord et que c'est plus qu'un soutien de la France. C'est une vraie contribution de la France qui a eu lieu. Alors, nous avons été discrets, justement, dans la période de campagne électorale. Parce que voilà, on ne voulait pas interférer en aucune façon dans la campagne. Mais le rôle de la France a été tout à fait déterminant pour que l'accord puisse avoir lieu. Je ne sais pas si on a le temps de raconter un peu. Est-ce que vous pouvez, vous pouvez préciser peut-être ? Absolument, on peut préciser. Mais pour ça, il faut se rendre compte que cet accord est tout à fait exceptionnel. En termes diplomatiques, je peux vous dire que cette négociation, c'est une masterclass. Pourquoi ? Vous avez 2 pays qui sont ennemis, ou en tout cas en état de guerre, ou en état de belligérance, le Liban et Israël. Vous devez fixer entre ces 2 pays ennemis 2 accords impossibles. Un accord sur la frontière maritime, alors qu'ils n'en ont pas,
et un accord sur la répartition financière liée à l'exploitation future du gaz. Deux accords impossibles. La beauté de la négociation, c'est qu'en les mettant ensemble, ça devient possible. C'est-à-dire que l'accord appuie la question de la frontière sur la nécessité d'exploiter le gaz, et l'accord sur la répartition de la manne gazière s'appuie sur la nécessité de fixer la frontière. Et c'est là que, en mettant les deux négociations ensemble, on y est arrivé. Alors, vous nous dites qu'il n'y a pas on va dire, entre guillemets, de perdants dans cet accord ? Tout le monde est satisfait ? On l'a vu. Oui, tout le monde est satisfait. C'est un bon accord pour tout le monde. Il faut en prendre acte et s'en réjouir. Vous avez un accord principal qui, dans sa première section, fixe la question des frontières. Dans sa deuxième section, la question de l'exploitation. Et puis, vous avez deux protocoles qui, à ce stade, ne sont pas encore publics. Un de Total avec les autorités israéliennes et un de Total avec les autorités libanaises. Où il y a ce qui est sorti dans la presse, l'engagement de commencer la recherche et l'exploration, puis l'exploitation immédiatement. Et puis, où il y a les clés de répartition financière en fonction de ce qui est trouvé. Pour revenir au rôle de la France, comment vous pouvez qualifier le rôle qu'a joué la France dans cet accord ? Alors, la répartition des rôles entre le négociateur américain et nous a été très claire. Amos Hochstein, qui a fait une négociation magnifique sur le texte, s'est occupé du texte. Nous ne nous sommes pas occupés du texte. D'accord. Nous nous sommes occupés de pousser les acteurs à être raisonnables et à ne pas partir avec des amendements impossibles ou ce genre de choses. Et la négociation, elle a failli plusieurs fois totalement échouer, le fait de l'intransigeance des uns et des autres. Et puis, à chaque fois, nous sommes intervenus, mais parfois plusieurs fois par jour. Et ça a été possible grâce aux relations qu'entretient Emmanuel Macron avec Yair Lapid et le président libanais ? Oui, ça aurait été impossible autrement. Nous étions, j'allais dire, presque les seuls à être dans cette situation de pouvoir parler. On a souvent dit que le fait de parler à tout le monde n'était pas spécialement un gage de bonne politique. Là, c'était indispensable et nous étions sans doute les seuls à pouvoir le faire. Alors, je voudrais parler à présent de la situation des Français qui vivent en Israël. Cette situation, vous la connaissez bien. Certains, surtout les retraités, ont été très touchés par la chute de l'euro ces derniers mois. Est-ce que vous avez, que ce soit à l'ambassade ou au consulat, été alerté de la situation de ces ressortissants français ? Mais sans arrêt. Sans arrêt. Je veux dire, c'est un drame. Tous les gens qui sont payés en euros, à commencer par les retraités, sont, pour la grande majorité d'entre eux, dans une situation très difficile. Il faut voir que des gens qui sont entièrement en ressources en euros ont perdu entre 15 et 20% de pouvoir d'achat en 18 mois. C'est terrible. C'est terrible. Au point que ça entraîne des vraies mises en question, enfin même sur le fait de rester en Israël. Il n'y a pas beaucoup de départs vers la France. Il ne faut pas exagérer ce mouvement inverse. Il y a des questions qui se posent. Mais il y a des questions qui se posent énormément, et la nécessité de trouver d'autres sources de revenus, etc. Bon. Alors, sur le fait que l'euro baisse, c'est quelque chose que... ça, personne ne peut agir. Absolument, n'y peut rien, bien entendu. Par contre, on avait vu que, justement, pendant le Corona, il y avait eu des situations très difficiles, justement, pour certains Français qui habitent en Israël. Est-ce que vous avez pensé peut-être à mettre des choses en place, justement, pour ces personnes ? La situation était très, très différente au moment du Corona, parce qu'il y avait perte d'emploi pour beaucoup de personnes. Et donc, nous étions venus pour aider notamment ceux qui avaient perdu leur emploi. Là, c'est différent. Il n'y a pas de perte d'emploi, mais il y a perte de pouvoir d'achat. Alors, nos dispositifs sont prévus pour des gens en grande difficulté, mais pas forcément celle-là, si je puis dire. Nous avons des aides directes aux personnes. Généralement, par exemple, nous avons un dispositif d'aide pour les anciens combattants qui sont payés en euros, ou les personnes, je sais pas, en situation de handicap lourd, des adultes en situation de handicap lourd, par exemple. Et puis nous avons des aides aux associations
qui s'occupe elle-même après. Et les sommes sont en aide directe aux personnes. Nous sommes de l'ordre de 35 000 euros par an. C'est-à-dire qu'il y a un service. Il y a un service au consulat, peut-être, au consulat de rappeler. à Tel Aviv. Je parle que de Tel Aviv parce qu'il y a le consulat de Jérusalem qui est différent. Et on a à peu près 95 000 euros pour les associations. 95 000 euros pour les associations qui sont distribuées par an. Et 35 en aide directe. Soit à peu près 130 000. Mais regardez, par exemple, sur les 95 000 aux associations, vous avez 30 000 pour les violences conjugales et les femmes qui ont subi des violences et les enfants aussi, pour les enfants victimes de violences. Qu'est-ce qui s'est passé ? Les violences ont augmenté pendant le Covid. Sans doute à cause de la perte d'emploi, de tensions dans les appartements, les enfants qui n'allaient pas à l'école, bref, tout ça a été anxiogène, évidemment. Et ces violences conjugales ont un petit peu baissé depuis la reprise économique, mais pas complètement, malheureusement. Donc vous continuez à aider donc avec une association. Voilà. Alors justement, avant de parler des associations, peut-être encore un mot sur peut-être des personnes qui nous écoutent et qui ne savent pas de quelle manière s'adresser au consulat. Alors c'est très clair pour la circonscription donc, de Tel Aviv. De Tel Aviv, on parle bien sûr. Voilà. Si des personnes sont, à cause de la crise, au sens de l'euro, sont dans une situation extrêmement difficile, voire désespérée. Alors il ne faut pas hésiter, il faut contacter au consulat général ou bien contacter les associations, l'un ou l'autre. Mais nous sommes tout à fait ouverts à aider des gens qui sont dans des situations extrêmes. Il y a des critères, bien entendu, je suppose. Oui, c'est-à-dire que c'est la perte, en réalité, presque totale pas de revenus, puisqu'il n'y a pas plus ou moins de revenus, mais de la capacité à rester au-dessus du seuil de pauvreté. D'accord. Je voudrais parler aussi d'un partenariat qui a existé. Vous avez visité, vous m'avez dit que c'était la première fois que vous étiez dans les locaux de Qualita à Jérusalem. Vous avez eu donc l'occasion un peu de visiter nos locaux. Est-ce que vous avez prévu encore, on avait fait un partenariat avec Qualita pendant justement la crise du Covid. Est-ce qu'il y a des partenariats qui sont prévus encore ? On avait fait un magnifique partenariat parce que pour tout euro que nous mettions pour les gens touchés par le Covid, Qualita doublait la mise. Et donc, on s'était retrouvé avec des sommes d'argent tout à fait importantes, de l'ordre de 700 000 euros pour la crise du Covid. Et nous, vraiment, je dis, nous sommes tout à fait ouverts à de nouveaux partenariats, mais il faut bien voir que c'est pas possible de contrer à nous tout seuls la baisse de l'euro, au niveau d'une population entière. C'est trop compliqué. Vous savez, moi j'ai des agents à l'ambassade et au consulat à Tel Aviv qui pensent rentrer. Parce qu'ils sont payés en euros et qu'on n'est pas augmenté en fonction de la crise. On nous a même d'ailleurs baissé un petit peu encore récemment. Donc non, c'est difficile. Mais je suppose que c'est pas un problème spécifique à Israël, c'est-à-dire que c'est un problème qu'on retrouve dans tous les pays. Oui, nous avons plus de 50 pays dans le monde où la situation est difficile du fait de la baisse de l'euro. Tout à fait. Alors, on va terminer par un sujet assez important, puisque vendredi se dérouleront les commémorations du 11 novembre, la Première Guerre mondiale qui prenait fin il y a 104 ans. Comment, 104 ans après, on célèbre l'armistice ? Ici, c'est toujours... Non, d'une façon générale. De façon générale. C'est fondamental, évidemment. C'est pas dans ce pays que je vais rappeler combien la dimension mémorielle est importante. Nous célébrons à la fois les morts de la Première Guerre mondiale, mais ceux de toutes les guerres et les soldats français morts dans l'année en opération extérieure. Cette année, il y en a eu moins que l'année précédente, mais deux quand même. Oui, c'est tant mieux, pourrait-on dire. Et les cérémonies sont toujours un moment fort de la communauté ici française. Donc, nous fêtons le 10 à Akko et à Haïfa. À Haïfa, il y a tombes de soldats français de la Première et de la Deuxième Guerre mondiale. À Akko,
il y a ce que l'on appelle le carré Caffarelli. Caffarelli était un général de Napoléon qui est mort dans le siège d'Akko en 1799. Et c'est à cause de cette défaite que Napoléon n'est pas allé jusqu'à Jérusalem. Si vous imaginez ce que ça aurait donné si Napoléon avait pris Jérusalem, on serait dans un autre monde. Mais voilà, ça n'a pas eu lieu. Caffarelli, qui était un général extraordinaire, un grand savant, un mathématicien, etc., est mort au siège, et donc nous lui rendons hommage le 10. Ça, c'est pour Haïfa et Akko. Et le 11, évidemment, à la résidence de France, la cérémonie habituelle, avec l'ensemble des attachés de défense de tous les pays, etc. Est-ce que vous avez un invité spécial cette année ? Non, justement, à cause de cet entre-deux gouvernemental, nous allons faire quelque chose de plus modeste, pourrait-on dire. Merci beaucoup, Éric Danon, ambassadeur de France en Israël. Merci d'être venu dans notre studio et à bientôt. C'est un plaisir. À très bientôt.